Please be seated. Vous vous asseoir. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Maître Fovo-Ivanovic va continuer son intervention sur la responsabilité. L'existence d'un plan commun est la condition essentielle de toute coaction. Elle est nécessaire afin d'engager la responsabilité pénale en application de l'article 25.3a, mais aussi en application de l'article 25.3d. Bien que dans le jugement Lubanga, la Chambre de première instance ait jugé que la commission du crime n'est pas nécessairement le but principal des coauteurs, conformément à la jurisprudence des chambres préliminaires, le plan commun doit impliquer un élément de criminalité. Et ceci est encore plus important dans le cadre de la coaction indirecte. L'existence d'un accord ou d'un plan commun ne doit pas nécessairement être explicite et peut être déduite de l'action concertée menée ultérieurement par les coauteurs. Toutefois, afin de conclure à l'existence d'un plan commun, sur la base de la contribution essentielle de l'accusé, il faut que les actes de contribution essentielle soient prouvés conformément à la règle d'administration de preuves applicable. Dans la présente affaire, comme la défense vient de démontrer, les actes de contribution essentielle n'étaient pas étayés par des preuves suffisantes nécessaires pour la confirmation des charges. Le procureur aurait donc dû apporter d'autres preuves du plan commun. Nous allons démontrer que le procureur a également failli à démontrer l'existence du plan commun. Dans les paragraphes 4, 33 et 59 du document du DCC, le procureur allègue que le président Gbagbo aurait adopté une politique visant à lancer des attaques violentes contre son opposant politique, Alassane Ouattara, ainsi que les membres du parti politique de ce dernier et des civils pris pour ses partisans afin de conserver le pouvoir par tous les moyens possibles, y compris par le recours à la force létale. Selon le procureur, cette politique peut être qualifiée d'accord ou de plan commun. Il est évident que si une politique visant à lancer des attaques violentes contre un opposant politique existait, celle-ci aurait rempli toutes les conditions pour être considérée comme un plan commun, pouvant engager la responsabilité pénale de ceux qui l'ont conçu. Cependant, les preuves présentées par le procureur ne démontrent pas l'existence d'une telle politique. Le procureur n'a fourni la moindre preuve démontrant que la politique du président Gbagbo visait à attaquer qui que ce soit. Mais avant d'entrer dans l'analyse des preuves concernant un prétendu plan, il faudra dire que si un plan existait, il était conçu ailleurs. Le 4 mars 2011, le lendemain de la marche des femmes, un article révèle l'existence d'une réunion secrète à Djekanou où les rebelles auraient convenu qu'il fallait provoquer les affrontements sanglants à Abidjan et ailleurs dans le pays pour en faire de véritables carnages dans le but d'imputer un génocide au régime en place. 0027 01 90. Cette réunion a été évoquée par d'autres journaux aussi. 0035 09 75. L'idée n'est pas nouvelle. Elle se trouve déjà dans le document 0018 07 27 qui, en 2006, lance l'idée de créer des bains de sang afin d'accuser le président Gbagbo. D'ailleurs, faut-il rappeler qu'Alassane Ouattara, depuis des années, menaçait de déstabiliser le pays. N'a-t-il pas déclaré déjà en 1999 « Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera ». Pièce 02 75. N'a-t-il pas depuis des années armé des rebelles avec des armes qui l'ont finalement amené au pouvoir? Alassane Ouattara peut nier la paternité de la rébellion, mais les chefs rebelles sont formels. D'après Abdoulaye Traoré,
Alassane Ouattara a payé les armes pour des rebelles. 0001-0020, page 0021. Un autre chef rebelle, Koné Zakaria, confirme qu'Alassane Ouattara achetait les armes pour eux. Koné Zakaria affirme aussi que les rebelles ont pris armes pour Alassane Ouattara. 0021, 75, 84, page 75, 91. Et le témoin du procureur, P44, a déclaré que depuis 2002, le but des rebelles était de renverser le régime par tous les moyens afin de mettre Alassane Ouattara sur le trône. Pièce 3704, page 3709. La réunion tenue chez l'ancien ministre Anaki, membre du RHDP, révèle le plan d'organiser une manifestation RHDP, mais aussi de la déstabiliser avec l'assistance des mercenaires libériens, sans doute dans le but d'imputer les troubles au président Gbagbo. 0018-0084. Le RDR et les forces nouvelles ont créé une crise de déstabilisation et les mouvements de déstabilisation devaient être organisés. Ces mouvements de déstabilisation avaient pour l'objectif d'organiser casse, tueries et incendies. 0025, 0056, page 0057. Les rebelles, ils avaient besoin d'un plan. Ils avaient besoin d'un plan parce qu'ils n'avaient rien à reprocher au président Gbagbo. Ils avaient besoin d'un plan pour le destituer. Mais le destituer ne leur suffisait pas. Il fallait l'écarter complètement du paysage politique de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, le président Gbagbo n'avait aucun besoin d'un plan. Il avait toutes les raisons de croire qu'il était légitimement élu. Il se trouvait dans le palais présidentiel, mais il a été attaqué, aussi bien lui et ses proches que les gens qui le soutenaient. Son seul tort était de vouloir défendre les institutions républicaines, la souveraineté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, rien dans le dossier du procureur n'indique l'existence d'une politique criminelle du pouvoir du président Gbagbo. Il suffit d'analyser les preuves principales apportées par le procureur pour se rendre compte que le président Gbagbo n'avait pas d'autre plan que de sortir son pays de la crise avec les moyens qu'il a toujours utilisés: négociation et dialogue. Le procureur allègue que le président Gbagbo aurait indiqué publiquement qu'il était disposé à recourir à la violence afin de rester au pouvoir. Nous n'avons vu aucune déclaration publique du président Gbagbo dans ce sens. Et pourtant, celui-ci n'était pas avare en interview. Au lieu de donner la seule preuve fiable d'une telle allégation, une déclaration du président Gbagbo, le procureur se réfère à des déclarations plutôt brumeuses des témoins qui ne parviennent même pas à dire où et quand le président Gbagbo aurait fait de telles déclarations. Afin d'étayer son allégation, le procureur fait référence à une déclaration du président Gbagbo: « Je ne serai pas battu, j'y suis, j'y reste ». Cette déclaration est sans aucune pertinence. La date de cette déclaration, qui d'ailleurs n'incite nullement à la violence, démontre son sens. Cette déclaration a été prononcée en octobre 2010, en pleine campagne électorale. 0003 04 84. Alors, que pouvait dire le président Gbagbo à ses électeurs? Pouvait-il leur dire qu'il était perdant, qu'il était prêt à partir et passer le pouvoir? Mais dans ce cas, il ne se serait pas présenté aux élections. Les déclarations doivent être situées dans leur contexte. Elles ne peuvent pas être appréciées dans le vide et interprétées selon les besoins du procureur.
Et que dire de l'interprétation du président du slogan que le procureur attribue à la campagne présidentielle du président Gbagbo? On gagne ou on gagne. Est-il ce slogan violent? Est-il inapproprié pour une campagne électorale? Les slogans d'une campagne électorale relèvent d'une opération de séduction et de marketing, pas d'un programme politique. Leur but est de rallier le plus grand nombre d'électeurs. Donc il est normal d'afficher l'optimisme, la confiance en soi et en sa victoire. Et cela serait la seule explication plausible et possible du slogan « On gagne ou on gagne ». Mais, avant tout, ce slogan n'est pas un slogan de la campagne du président Gbagbo. Nous allons voir une vidéo où la chanteuse Antoinette Ilani, fervente supportrice d'Alassane Ouattara, chante une chanson qui répond à ce slogan « On gagne ou on gagne ». Excusez-moi, la date du vidéo, si c'était possible de l'avoir avant qu'on la présente, juste pour qu'on se situe dans le temps et dans l'espace, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Quelle est la date de cette vidéo? Est-ce que c'était pendant la campagne? Je donnerai la date si vous me permettez après la pause. Parfait. Je trouverai la référence. Est-ce qu'on peut... On peut dire aussi que le slogan « On gagne ou on gagne » est utilisé par les supporters de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, les fameux éléphants. Mais on peut aussi regarder les affiches officielles de la campagne du président Gbagbo et on se rend compte qu'il y a plusieurs slogans dans la campagne, mais aucun n'est « On gagne ou on gagne ». Les slogans utilisés dans la campagne présidentielle du président Gbagbo étaient « La paix est gagnée, maintenant le développement en avant ». 0021 75 84, page 75 87. Pour la Côte d'Ivoire, je vote Gbagbo. 0021 75 84, page 75 91. Gbagbo, président 100% pour la Côte d'Ivoire. Pièce 44 83. Ou encore, je choisis l'original, je vote Gbagbo. Pièce 44 84. Ensuite, le procureur reproche au président Gbagbo d'avoir informé plusieurs mois avant l'élection les officiers de FDS de la lutte à mener contre les bandits. Et on lui reproche le terme bandit. Le terme bandit, c'est un mot de la langue française. Il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire de la langue française pour voir que le terme bandit désigne les malfaiteurs se livrant à des attaques contre les gens ou contre les biens. Et le président Gbagbo a utilisé ce terme dans son sens primaire et le plus ordinaire, car tout au début de son discours, il a déclaré ceci, je cite. Grâce à vous, dans cette ville et dans cette région, les citoyens normands, les citoyens consciencieux, doivent pouvoir aller à leur travail tranquillement. Ils doivent pouvoir aller au cinéma, ils doivent pouvoir aller au bal, ils doivent pouvoir s'amuser tranquillement. Les gens doivent se promener normalement avec leur argent sans avoir peur. Mais à cause de votre présence, tous ceux qui veulent aller détrousser les honnêtes personnes doivent réfléchir 2 fois avant de sortir.
Il s'agit de la pièce 0018, 0005, la transcription 0019, 0007, page 0008. Ce discours ne concerne pas des opposants politiques du président Gbagbo, mais des malfaiteurs ordinaires qui existent dans toutes les villes, dans tous les pays et contre lesquels tous les pouvoirs au monde se battent. D'ailleurs, dans son discours, le président Gbagbo précise que ces troubles ne sont pas liés à la guerre, et il continue. Moi, j'étais encore dans l'opposition quand il y avait des bagarres ici, et qu'un commerçant avait été tué ici. J'étais encore dans l'opposition. Donc ce n'est pas aujourd'hui que c'est apparu. Pourquoi Divo bouillonne, pourquoi Divo s'excite, on n'en sait rien. C'est la même transcription, page 0009. En réalité, Divo est une zone agricole riche qui attire toutes sortes de bandits de grands chemins, car il y a aussi une mine d'or en exploitation. Ces bandits de grands chemins sont particulièrement actifs lors de la traite du cacao et ils commettent de nombreux meurtres et vols à main armée. Cette situation a justifié l'installation d'une compagnie républicaine de sécurité et dans ce contexte, le président Gbagbo s'est adressé aux officiers de FDS. Et faut-il dire que cette installation a eu lieu lorsque Guillaume Soro était le Premier ministre. On ne peut pas extraire un mot d'un discours, car les mots ont un sens lorsqu'ils sont dans leur contexte. Contrairement aux allégations du procureur, aucun lien n'existe entre ce discours du président Gbagbo, inaugurant une unité de police, et les événements ultérieurs. Aucun lien n'existe entre ce discours, qui ne concernait que la criminalité ordinaire, et les discours prononcés par d'autres personnes plusieurs mois plus tard, dans une toute autre situation, au moment où la guerre faisait rage à Abobo. Le procureur ne déforme pas seulement les propos du président Gbagbo. Il le fait aussi avec les propos des gens qu'il considère comme proches au président Gbagbo, et même de ses propres témoins. Ainsi, lorsque le procureur prétend que Blé Goudé a incité les jeunes à recourir à la violence, il s'appuie à la déclaration du témoin Péance. Or, Péance a déclaré, je le cite, « Dans tous les meetings, M. Blé disait « Nous allons gagner avec l'Éternel, désarmer les mains nues. » Ça, c'est des mots qu'il a toujours utilisés. « Nous allons triompher sans armes, nous avons les mains nues. » 0016 03 72, page 03 79. J'avoue qu'il m'est impossible de détecter un quelconque appel à la violence dans un tel discours. Et je souligne que ce même témoin, le témoin Péance, a déclaré que le discours du camp pro-Gbagbo s'était limité à dire que le président Gbagbo a gagné et que la légalité triompherait, en précisant que ces discours n'étaient pas des discours violents. Il n'y a pas de mot « va-t-en-guerre ». Il s'agit du Péance, le témoin du procureur. 0016 03 72, page 03 76. Certes, Charles Blé Goudé a à un moment donné appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Il l'a fait en mars 2011, le 19 mars 2011, plus de 3 mois après le déclenchement de la crise post-électorale. Pourquoi Charles Blé Goudé a lancé un tel appel? Il suffit de mettre cet appel dans son contexte pour le comprendre, pour comprendre que cet appel est un moyen pour éviter une plus grande catastrophe. En mars 2011, le désordre régnait partout. La population s'organisait comme elle pouvait. Alors, pour éviter que les jeunes forment des groupes indépendants, Charles Blé Goudé les appelait à entrer dans les forces régulières. Cet appel n'est pas un appel va-t-en-guerre. Cet appel est un appel à la raison, et un appel de raison. Il valait mieux encadrer les jeunes que de les laisser s'organiser eux-mêmes.
D'ailleurs, contrairement aux allégations du procureur, Blé Goudet appelait les Ivoiriens à ne pas s'affronter. Vidéo 05-86. Je ne veux pas, et j'insiste là-dessus devant la presse, je ne veux pas d'affrontement entre civils en Côte d'Ivoire. En effet, contre tout bon sens, le procureur qualifie toute déclaration des proches du président Gbagbo, ainsi que du président Gbagbo, d'appel à la violence. Or, contrairement à Alassane Ouattara qui refusait tout dialogue et appelait ouvertement début janvier 2011 à l'emploi de force contre le président Gbagbo, pièces 05-08 et 16-90, le président Gbagbo n'appelait qu'au dialogue et négociation. Il a toujours privilégié le dialogue et a toujours œuvré pour la réconciliation. Pièce 36-95, page 36-97. Le témoin P44, le témoin du procureur, a déclaré que le président Gbagbo a toujours voulu rassembler par des moyens pacifiques. Et il a ajouté, le président Gbagbo était un rassembleur. C'était quelqu'un qui dialoguait, qui allait vers les opposants pour trouver les solutions, quelqu'un qui a toujours voulu trouver une solution. Pièce 37-04, page 37-08, 37-09. Comment peut-on qualifier le discours du président Gbagbo, prononcé le 21 décembre 2010, comme une menace au recours à la violence? Il suffit de lire ce discours pour s'apercevoir que c'est un discours pacifique, un appel en négociation et à la conciliation. Allons voir ce que le président Gbagbo a dit dans ce discours. 0018 05 90, pages 05 93 et 05 94. Après avoir déploré toutes les victimes des troubles qui sévissaient dans le pays, le président Gbagbo a dit: mes positions sur la conquête et l'exercice du pouvoir sont connues. Pour moi, il ne faut pas vouloir le pouvoir pour le pouvoir. On veut le pouvoir pour servir le peuple. Le pouvoir ne peut pas servir de moyen pour faire souffrir le peuple. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus la guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Est-ce une déclaration de guerre? Non, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, c'est un discours pacifique. Un discours pacifique suivi de propositions concrètes afin de sortir la Côte d'Ivoire au plus vite de cette période de trouble. Car le président Gbagbo a continué en disant: je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données, à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce comité aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Et il a continué. J'appelle les Ivoiriens à la retenue. Notre démarche s'est faite par voie diplomatique. C'est par la voie diplomatique que nous entendons obtenir satisfaction. Je demande aux jeunes de rester calmes. Je tends la main au dialogue. Je tends la main à l'opposition, à M. Ouattara, comme à la rébellion armée qui le soutient. Pour terminer avec les mots suivants, j'ai confiance en notre capacité de construire une nation dans la paix, la démocratie et la prospérité. Quittons le chemin de la guerre, reprenons notre marche vers le progrès dans la paix. Il est évident que le discours ne prend pas la violence.
ce discours est un discours de la paix. Mais ce discours n'est pas seulement un discours pacifique, il est aussi un appel à la raison, aux négociations, au dialogue et à la réconciliation. Malheureusement, le président Gbagbo n'a pas été suivi dans sa démarche. Quant à l'interview du 31 décembre 2010 et au discours prononcé le même jour, le procureur ne se contente plus de sortir les mots du président Gbagbo de leur contexte. Il les déforme. Ainsi, dans le paragraphe 36 du DCC, on peut lire que le président Gbagbo a déclaré dans l'interview du 31 décembre que les pressions constantes exercées par ses opposants politiques, y compris l'ONU, rendraient un affrontement plus probable. Le président Gbagbo n'a jamais parlé des pressions de ses opposants politiques. Il a simplement dit « si les pressions continuent comme elles sont, ce sont elles qui vont pousser à l'affrontement ». Transcription 0007-0168. Mais ce qui est à retenir dans cette interview, c'est que contrairement aux allégations du procureur, le président Gbagbo n'était pas décidé de conserver le pouvoir par tous les moyens. Lorsque le journaliste lui a demandé s'il allait quitter le pouvoir, il a répondu « Je verrai, j'aviserai », avant d'ajouter qu'il ne demande qu'une seule chose, recompter les bulletins de vote. 0007-0167 et la transcription 0021-0095, page 0099. Finalement, au lieu de se contenter des extraits de cette interview, ce sont les pièces que je viens de citer, le procureur a dû se procurer l'intégralité de cette interview afin de pouvoir apprécier correctement les propos du président Gbagbo. Ce sont les pièces de la défense, vidéo 05-88 et 05-89, et les transcriptions 06-05 et 06-17. Il ressort de cette interview, comme de toutes les autres, que le président Gbagbo ne demandait rien d'autre qu'une enquête sur les élections et le recomptage des bulletins de vote. D'ailleurs, le témoin du procureur P44 confirme que le président Gbagbo proposait de faire recompter les suffrages, mais que cette position a été toujours refusée de l'autre côté. Pièce 3704. Si le monde entier vient et qu'on recompte, on regarde les bulletins, c'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Mais les gens n'ont qu'à venir. On va compter. On va regarder. Un autre témoin du procureur, P11, affirme aussi que le président Gbagbo ne demandait que de recompter les bulletins de vote. 0016, 0372, page 0381, 0382. Également, le président Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'abandonnerait pas le pouvoir et qu'il y resterait. Le président Gbagbo, convaincu que la majorité des Ivoiriens avaient voté pour lui, a déclaré à la nation dans son message pour le Nouvel An. Alors comme hier, en 2002, je suis là où les Ivoiriens m'ont placé par leur vote. Certes, il a dit, nous n'allons pas céder, mais cela ne signifiait pas je reste coûte que coûte au pouvoir. Cela signifiait je suis élu et je ne céderai pas aux pressions. Que ce soit la seule interprétation possible de ce discours du président Gbagbo ressort clairement du reste de son discours dans lequel il explique
les raisons de sa proposition de créer un comité d'évaluation destiné à connaître les faits et à établir la vérité sur le déroulement des élections en Côte d'Ivoire. 0018 05 99, page 0601. Par ailleurs, ce discours se termine par des mots suivants. Ce soir, à la veille du Nouvel An, je voudrais à nouveau lancer un appel solennel à toutes les personnalités qui se trouvent encore à l'hôtel du Golfe. Je leur demande de rentrer chez elles. Le temps de la guerre est passé. C'est maintenant le temps du dialogue. Donnons-nous la main et formons autour de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, une chaîne de solidarité et d'amour. Ces paroles n'appartiennent pas à une personne belliqueuse. Ils n'appartiennent pas à une personne accrochée au pouvoir. Elles appartiennent à une personne attachée à des valeurs constitutionnelles, à son pays et au peuple ivoirien. Ces paroles de la raison, du dialogue et de la conciliation appartiennent au président Gbagbo. Les exemples donnés par le procureur ne démontrent pas l'existence d'une politique ayant pour but les attaques contre la population civile acquise à la cause d'Alassane Ouattara. Au contraire, tous les discours, les interviews et les déclarations du président Gbagbo sont dirigés vers un dialogue avec ses opposants. Ils démontrent la recherche d'une sortie de cette situation délicate et la volonté de trouver une solution. D'ailleurs, un document du cabinet du président, daté du 10 décembre 2010, confirme la recherche d'une solution diplomatique ou politique en rejetant toute approche militaire. 0025 0762, page 0763. Contrairement à Alassane Ouattara, qui refusait tout dialogue, le président Gbagbo acceptait toute proposition et médiation. Pièce 12, 34. Le président Gbagbo était proclamé président par le Conseil constitutionnel, le seul organe habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Malgré le fait qu'il se trouvait légitimement en position du président de la République, il ne revendiquait pas sa victoire. Il demandait que les votes soient recomptés. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le président Gbagbo n'avait aucun plan. Aucun plan commun n'a jamais existé. Le président Gbagbo voulait seulement faire respecter la Constitution, les institutions républicaines et la volonté du peuple ivoirien. Il ne demandait qu'une enquête sur les élections, il demandait seulement que les votes soient recomptés. Le procureur n'a démontré aucun élément objectif nécessaire pour la responsabilité en application de l'article 25.3a. On verra ensuite qu'il n'a pas démontré les éléments subjectifs non plus. Le concept de coaction ou de commission conjointe sur la base de l'exercice d'un contrôle conjoint sur le crime comporte aussi des éléments subjectifs. Nous avons déjà indiqué que dans le cadre de la responsabilité engagée en application de l'article 25.3a, la personne mise en cause doit satisfaire aux éléments subjectifs des crimes qui lui sont reprochés, notamment les éléments d'intention et de connaissance exigés à l'article 30 du statut, savoir et admettre que la réalisation des éléments matériels des crimes résultera de la mise en œuvre du plan commun, et connaître les circonstances de fait qui lui permettent d'exercer sur les crimes un contrôle conjoint avec les autres coauteurs.
Nous reviendrons plus tard sur les éléments exigés par l'article 30 du statut dans le cadre du crime contre l'humanité. Dans le cadre de la théorie de la coaction, tous les coauteurs doivent être conscients que la mise en œuvre du plan commun entraînera la réalisation des éléments matériels des crimes et doivent accomplir leurs actes avec la volonté, l'intention délibérée de réaliser les éléments matériels des crimes ou être conscients que dans le cours normal des événements, la réalisation des éléments matériels des crimes sera une conséquence virtuellement certaine de leurs actes. Ils doivent également être conscients des circonstances de fait leur permettant d'exercer avec les autres coauteurs un contrôle sur le crime. Ce critère nécessite que la personne mise en cause soit consciente du caractère essentiel de son rôle dans la mise en œuvre du crime et qu'elle soit capable, en raison de ce rôle essentiel, de faire obstacle à sa mise en œuvre et par conséquent à la commission du crime. Les éléments subjectifs nécessaires pour la coaction indirecte sont directement liés à l'existence du plan commun. Ce plan commun n'existait pas, et donc le président Gbagbo ne peut satisfaire aux éléments subjectifs requis. Nous soulignons toutefois que la démarche et les actions du président Gbagbo étaient dirigées vers les négociations et réconciliations. Le président Gbagbo n'avait ni l'intention ni la volonté que les crimes découlent de ses actions. Il acceptait toute proposition de médiation, du dialogue, et faisait lui-même des propositions. Nous venons de voir le discours du président Gbagbo. Le président Gbagbo n'a pas cherché d'imposer sa volonté en aucune manière. Il cherchait une sortie de la crise, une solution. Étant le président proclamé par le Conseil constitutionnel, le seul organe en Côte d'Ivoire habilité à proclamer le président de la République, le président Gbagbo a tendu la main à ses opposants et à la communauté internationale en proposant un recomptage des votes. Ce geste démontre que le président Gbagbo n'avait ni la volonté ni l'intention de s'accrocher au pouvoir. Ce geste démontre que le président Gbagbo n'avait ni la volonté ni l'intention d'utiliser le pouvoir du président de la République qu'il était afin de se maintenir au pouvoir. Ce geste démontre que la seule volonté du président Gbagbo était de respecter la volonté du peuple ivoirien. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes ni des éléments objectifs ni des éléments subjectifs requis pour la coaction indirecte en application de l'article 25.3 du statut. Il n'a pas apporté des éléments de preuve suffisants qui donnent des motifs substantiels de croire que les crimes allégués dans le DCC puissent être imputés au président Gbagbo. Je passe la parole à Maître Altit. Merci Madame le Président. Le professeur Jacobs va maintenant nous parler de la responsabilité sous l'article 25.3d et de l'article 28. Mais je pense qu'il risque de déborder, c'est cela? Peut-être de quelques minutes, 3 minutes, me dit-on. Voilà.